quand la protéine est traduite dans le cytoplasme, fixée au cytomotosquelette. D'accord? C'est jamais libre totalement, évidemment. Tandis que l'adressage co-traductionnel, c'est lorsque la protéine est traduite sur la face externe du réticulum endoplasmique. On va expliquer tout ça, vous allez voir. Donc, le plus simple d'abord. La protéine, mon ADN, transcription, je produis un ARN qui sort du noyau. Deux choix s'offrent à lui, suivant évidemment ce qu'il code. Soit il est traduit dans le cytoplasme, soit sur la face externe du réticulum endoplasmique. On va dire que notre ARN doit être traduit dans le cytoplasme. Plus encore, l'ARN M, il code pour une protéine qui doit s'exprimer dans le noyau. Qu'est-ce qui va se passer? Donc notre ARN sort du noyau, la traduction commence par un ribosome qui lit, etc. On a bien vu ça. Le ribosome est évidemment fixé au cytomotosquelette, etc. etc. La traduction avance, on a notre chaîne polypeptidique, et sur notre chaîne polypeptidique, on va observer une séquence de localisation nucléaire. C'est une séquence particulière d'une vingtaine d'acides aminés basiques qui va permettre la reconnaissance avec des complexes qui sont les importines, avec des protéines qui sont les importines. Vous avez peut-être déjà rencontré dans le cours précédent sur le noyau. Ce sont des protéines qui vont permettre le passage d'éléments dans le noyau, qui vont importer des éléments dans le noyau. Du coup, ces importines, elles vont reconnaître cette séquence de localisation nucléaire. NLS, c'est tout simplement l'anglais. Donc, ces importines, elles reconnaissent cette séquence de localisation nucléaire d'une vingtaine d'acides aminés basiques. Ok? Et la protéine, une fois traduite, elle opère sa maturation dans le cytoplasme. Les importines reconnaissent la séquence de localisation nucléaire et la protéine file dans le noyau effectuer son boulot. En passant évidemment par les complexes de Bohr que vous avez pu étudier au cours précédent. Maintenant, les protéines à destinée mitochondriale. Je ne sais pas non plus si vous voyez tous à quoi ressemble une mitochondrie, mais une problématique, c'est que la mitochondrie, elle a deux membranes. Elle a une membrane externe et puis une membrane interne. Ok? Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle s'exprime dans la matrice mitochondriale, ici. Et donc, il faut qu'elle traverse une membrane externe, l'espace intermembranaire et une membrane interne. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est exactement comme le noyau, avec quelques subtilités près. On va avoir un transporteur, ici, qui va être couplé à un deuxième transporteur sur la membrane interne. Donc, on a un transporteur sur la membrane externe, qu'on va appeler TOM, et un transporteur sur la membrane interne, TIM. TOM, ça veut dire transporteur outer membrane, et TIM, c'est inner membrane, ok? Donc, transporteur de la membrane externe, transporteur de la membrane interne. Notre ARN M, il sort du noyau pour être traduit. Pareil, il se fixe un ribosome qui lui-même est fixé au cytomotosquelette, c'est toujours la même chose, hein, il n'y a jamais rien de libre réellement dans la cellule. Et la traduction commence. La traduction commence, mais toujours avec une séquence signal. Hein. Une séquence signal qui, elle, dit aux protéines de la cellule que cette protéine doit aller plus tard dans la mitochondrie. Vous me suivez? Donc, on a notre chaîne polypeptidique qui commence à prendre forme. Sauf que, au vu des complications qu'il y a pour traverser ces deux membranes et cet espace intermembranaire, on ne pourrait pas, ça serait très difficile pour la protéine de faire passer une protéine complètement mature à travers ces deux membranes. Du coup, qu'est-ce qui se passe? À la sortie du ribosome, je vais avoir des protéines assez spéciales, qui sont des protéines chaperon, qui vont forcer ma chaîne polypeptidique à garder une conformation primaire, à garder un semblant de conformation primaire, à rester linéaire. Du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, à la sortie de mon ribosome, une chaîne polypeptidique avec des protéines qui la maintiennent bien droite et qui permettent au transporteur TOM-TIM d'effectuer son boulot, qui est de faire passer la chaîne polypeptidique à l'intérieur de la matrice mitochondriale.
Et une fois dans la matrice mitochondriale, notre chaîne polypeptidique est laissée libre de se replier comme il faut, et elle n'est pas tout à fait libre, il y a encore des chaperons qui vont permettre d'acquérir sa bonne conformation. Je vais juste vous prendre 5 minutes pour vous expliquer non, 3 minutes si vous voulez, pour vous expliquer le rôle des chaperons réellement, parce que c'est vraiment pas évident à comprendre comme ça quand on n'a pas vraiment fait de bio, mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, une protéine, elle doit se replier. On a vu, elle a une structure primaire, qui est juste le collier de perles, qui n'est pas intéressant. Une structure secondaire, qui commence à être intéressante. Il y a des hélices alpha, des feuillets bêta. Une structure tertiaire, assemblage en 3 dimensions de ces feuillets et de ces hélices. Et parfois une structure quaternaire. Donc, une protéine, quand elle est sous sa structure primaire, elle est toute droite comme ça. On imagine. Et elle peut se replier sous une infinité de possibilités, d'accord ? Cette infinité de possibilités, c'est comme de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est l'entropie, ou l'enthalpie. Bon, c'est l'entropie. Donc c'est une énergie. D'accord ? Donc là, elle est à son niveau max d'énergie. Elle est toute droite. Elle va commencer à se replier. Elle perd de l'énergie, elle se replie. Et puis, il va y avoir des pliages plus stables que d'autres. D'accord ? Donc ici, on va remonter un peu en énergie. Elle aura du mal à descendre plus. Du coup, le rôle d'un chaperon, ça va être de s'assurer qu'elle s'arrête au bon niveau d'énergie, au bon niveau de pliage. Elle va continuer à se plier, et notre but, c'est qu'elle arrive là. Mais si elle est bloquée ici, parce que là, il lui faut un peu plus d'énergie pour passer à un pliage suivant, et bien, le rôle du chaperon, ça va être de lui donner cette énergie pour qu'elle puisse bien se replier. Vous avez compris ou il faut que je peux répéter ? Je vais recommencer. Notre chaîne polypeptidique, droite, elle a beaucoup d'énergie. Elle peut se replier d'une infinité de façons. Elle commence à se replier, elle perd de l'énergie. Elle perd de l'entropie, elle perd du désordre. Mais il y a des pliages qui sont plus stables que d'autres. Là, par exemple, c'est un pliage, il n'est pas bon, il n'est pas fonctionnel, mais il est stable. Du coup, il y a des chaperons, des protéines qui sont là pour reconnaître une protéine non fonctionnelle, qui vont lui permettre, en lui donnant de l'énergie, cette énergie elle va venir de l'hydrolyse de l'ATP, en lui donnant de l'énergie de passer le cap de ce pliage. Il lui faut de l'énergie, vous voyez, pour passer la petite montagne là. Et hop, elle pourra descendre au bon niveau d'énergie, au bon niveau de pliage et être fonctionnelle. Donc les chaperons, ça sert à ça. Petite parenthèse, comment reconnaissent les chaperons une protéine mal conformée? En fait, c'est très simple. Ils vont reconnaître les acides aminés hydrophobes. Vous vous souvenez de ce que ça veut dire hydrophobe? Ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'eau, ça ne supporte pas l'eau, ils ne supportent pas tout ce qui est polaire, les ions, etc. On en avait parlé dans le cadre de la membrane phospholipidique. L'intérieur de la membrane phospholipidique est complètement hydrophobe. Et on avait vu le rôle que ça avait au premier cours. Du coup, sur mon collier de perles de polypeptides, j'ai aussi des acides aminés hydrophobes. Et ces acides aminés hydrophobes ne supportent pas l'eau. Ils n'ont aucune raison d'être en contact de l'eau. Du coup, quand ma protéine va se replier, les acides aminés hydrophobes vont se retrouver à l'intérieur. Ils n'ont aucune raison de se retrouver en périphérie, au contact de l'eau. Bien, une protéine qui est mal repliée, elle a de fortes chances d'avoir des acides aminés hydrophobes en périphérie. Et les chaperons, tout simplement, vont repérer ces acides aminés hydrophobes qui sont accessibles du fait de leur position en périphérie. Ils repèrent ces acides aminés hydrophobes et ils savent que nécessairement la protéine est mal conformée. Elle ne peut pas être stable avec des acides aminés hydrophobes sur sa périphérie. Donc ça, c'est un des moyens qui permet au chaperon de reconnaître une protéine mal conformée et de lui donner une chance d'être mieux conformée. Il y a aussi des astuces de sucre. Les sucres peuvent aussi aider à reconnaître une protéine bien conformée, une protéine mal conformée. On va passer à la partie un peu plus compliquée. Là, c'était l'exemple le plus simple de la traduction dans le cytoplasme.
On va voir la traduction sur la face externe du réticulum endoplasmique. Mon ARN M sort du noyau, très bien, ça fait 10 fois qu'on le dit. Il sort du noyau, et en fait, comme l'autre, il va commencer sa traduction dans le cytoplasme. Sauf que, petite particularité, le début de la séquence, d'acide aminé qui va être produite va être très hydrophobe. Étant très hydrophobe, elle va rester dans le ribosome, elle ne supporte pas l'eau, donc tant qu'elle peut, elle reste cachée de l'eau, elle reste dans le ribosome. Ok ? Et quand elle va sortir, parce qu'à un moment il n'y aura plus de place, quand elle va sortir, elle va être fixée par une particule de reconnaissance de signal. C'est un petit complexe protéique, un peu comme le ribosome, donc c'est un complexe entre de l'ARN et des protéines, et elle va fixer cette séquence hydrophobe. La séquence hydrophobe, elle est là, je ne sais pas si vous la voyez bien, et je vais avoir la particule de reconnaissance de signal qui va la fixer comme ça. Et à partir du moment où la PRS, particule de reconnaissance de signal, a fixé la séquence hydrophobe d'une vingtaine d'acides aminés, eh bien, ma traduction va être suspendue. Ok ? Arrêt momentané de la traduction. Cet arrêt de la traduction, il a un sens. Ça va permettre de donner le temps au ribosome et à la PRS de se diriger vers quoi ? De se diriger vers la face externe du réticulum endoplasmique que je suis en train de dessiner là. Voilà. Donc ça, c'est mon REG. Ça, c'est mon ribosome, et ça, c'est ma PRS. Pas du tout à l'échelle, finalement. Du coup, là, j'ai ma PRS, ribosome. Mais alors, comment est-ce qu'il s'est fixé ? Il y a un complexe sur la membrane du réticulum endoplasmique qui s'appelle le complexe SEC61. Qui est, on va dessiner ça comme ça, qui reconnaît la PRS et qui va pouvoir permettre la reprise de la traduction. Comment est-ce que ça va reprendre la traduction ? La séquence d'acides aminés hydrophobes qui était contenue dans la PRS, elle va passer dans le complexe SEC61, toujours à l'abri de l'eau et des ions. Reprise de la traduction, on continue l'élongation. Ma SEC61, elle sort, ma séquence hydrophobe, elle sort de SEC61, et elle va tout de suite aller se réfugier dans la membrane plasmique. Ça veut dire que ça, c'est la membrane plasmique du réticulum endoplasmique. D'accord ? Elle va tout de suite aller se fixer dans la partie hydrophobe de la membrane plasmique. Est-ce que je suis clair ? Ok. Séquence hydrophobe sort de la PRS, elle va dans SEC61, reprise de la traduction, on recommence l'élongation. La séquence hydrophobe ne peut pas rester dans de l'eau. Du coup, elle va immédiatement dans la membrane du réticulum endoplasmique. À ce moment-là, deux choix. Soit on est en train de produire une protéine transmembranaire, soit on est en train de produire une protéine qui n'est pas transmembranaire. Si elle est transmembranaire, très bien, on a déjà un brin à l'intérieur de la membrane. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant qu'on sait qu'une séquence hydrophobe va dans la membrane, si je veux produire une protéine transmembranaire, j'ai qu'à produire une protéine avec plein d'acides aminés hydrophobes. Donc c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va produire des régions d'une vingtaine d'acides aminés hydrophobes qui vont correspondre à des hélices alpha la plupart du temps et qui vont pouvoir rester dans cette membrane du réticulum endoplasmique. Donc classiquement, ce qu'on aura, c'est qu'on aura 7 traversées transmembranaires qui vont être toutes hydrophobes et puis reliées entre elles comme ça, vous voyez. Donc au fur et à mesure de la traduction, là je peux imaginer encore un brin hydrophobe. Je continue l'élongation, dès qu'il va sortir de SEC61, hop, il va se mettre à l'intérieur, etc., etc. Vous comprenez le mécanisme ?
C'est bon là-haut? Ok. Donc, toujours la même chose. Ma traduction continue. Maintenant, j'ai pas envie d'avoir une protéine transmembranaire. Bah, c'est simple, quand j'ai pas envie d'avoir un truc, je le coupe. Et ben, au lieu de m'embêter à reproduire des séquences hydrophobes, etc., et bien, ma première séquence hydrophobe, vous vous souvenez, celle qui était dans la PRS, qui va tout de suite se réfugier dans la membrane. Et bien, à partir du moment où elle est dans la membrane, et ben, je la coupe. Comme ça, le reste de ma protéine va être produite dans la citerne du réticulum endoplasmique. On peut dessiner à droite un autre ribosome qui fait la même chose. Hein. Ça, c'est ma membrane plasmique, mon ribosome, ma PRS, mon complexe SEC61, mon ARN, ok. Et là, la première séquence hydrophobe, celle du tout début, celle qui a permis l'arrêt de la traduction, qui est maintenant réfugiée dans la membrane plasmique, ben je la coupe. Et maintenant, cette partie-là, elle est libre. Elle est libre dans le réticulum endoplasmique. Et elle va faire ce qu'elle veut. En fait, elle va surtout se replier. Elle va se replier grâce à quoi? Elle va se replier grâce, évidemment, à ses conformations chimiques et physiques, toujours la même chose, mais aussi grâce à des chaperons. Leur rôle n'est pas que de corriger les erreurs des protéines, leur rôle est aussi d'aider les protéines à se conformer correctement. Là, on peut citer deux noms de chaperons, BIP et HSP70. On avait retrouvé, je crois que j'ai oublié de le mentionner, on avait retrouvé les protéines chaperons HSP au sein de la mitochondrie. Voilà. Là, on retrouve un autre type de HSP au sein du réticulum endoplasmique, les HSP70 et les BIP. Donc ça, c'est des chaperons. Donc là, c'est juste un petit schéma un peu mieux fait que le mien au tableau pour illustrer ce passage par SEC61. La particule de reconnaissance du signal, un récepteur à la particule de reconnaissance du signal. Voilà, c'est un peu des détails que vous verrez plus dans ce semestre. C'est ce que je vous ai expliqué aussi sur le coût de ma protéine transmembranaire ou non. Voilà, si je veux pas qu'elle soit transmembranaire, bah, je coupe la partie hydrophobe. Si je veux qu'elle reste transmembranaire, bah, je garde ma partie hydrophobe. Hein. Là, sur le dessin, ma partie hydrophobe est en rouge, évidemment. Et là, le schéma, c'est le cas particulier, d'une protéine qui ne serait pas transmembranaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais qui aurait juste un seul passage transmembranaire. Petit résumé de ce que font nos protéines suivant les lieux d'adressage. Si j'ai une protéine qui doit être adressée dans le noyau, très bien, transcription, j'ai mon ARN sort du noyau, mon ARN M va dans le cytoplasme, fixation à un ribosome, traduction, maturation, repérage par les importines de la NLS, la NSF, peu importe, la séquence de localisation nucléaire, une vingtaine d'acétamidés basiques, je le rappelle, et les importines vont tout simplement l'importer dans le noyau. Vous verrez plus amplement dans le semestre comment fonctionnent les importines, c'est très très simple et c'est assez intéressant. Je vais passer à la mitochondrie parce qu'on va essayer de rester dans les traductions cytoplasmiques. Donc, pareil, mon ARNM sort du noyau. Il sort du noyau, il est traduit. Il est traduit, mais il est maintenu sous sa forme polypeptidique primaire. Par qui? Par les chaperons. Translocation à travers le transporteur TOM-TIM, TOM outer membrane, TIM inner membrane. Translocation, il arrive dans la matrice mitochondriale. Une fois dans la matrice mitochondriale, il peut prendre sa conformation fonctionnelle grâce aux chaperons et notamment les HSP. Donc, la maturation ici, elle n'est pas cytoplasmique, elle est intraluminale. Intraluminale, ça veut tout simplement dire
dans la lumière de la mitochondrie, dans la citerne de la mitochondrie, si on veut. Bon, ça n'existe pas ce terme, mais dans la matrice intramitochondriale. Deuxième cas de traduction, c'est celui qu'on vient de voir. La traduction sur la membrane externe du réticulum endoplasmique. Sur cette membrane externe, on va voir donc la traduction. Et la maturation, elle va avoir lieu immédiatement après, pendant la translocation de la membrane. Donc la maturation, elle va avoir lieu à l'intérieur de la lumière du réticulum endoplasmique. Et enfin, l'adressage par le Golgi, par les vésicules, et ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc, d'abord, je vous parle de maturation depuis le début du cours, mais ça reste une définition un peu vague, surtout pour les primates. La maturation, qu'est-ce que c'est? Ça va être l'acquisition de la forme fonctionnelle, évidemment. Mais ça va passer par quoi? Ça va passer par l'ajout de sucre, ça va passer par ce que je vous ai dit tout à l'heure, des chaperons qui vont donner un peu d'énergie pour que la protéine ait le bon pliage et la bonne forme, acquiert les bonnes hélices, les bonnes feuillets, etc. Et je vous prends un exemple assez sympa, c'est l'exemple du prion. Je ne sais pas si vous connaissez la protéine prion. C'est la protéine qui est impliquée dans la maladie de la vache folle. Donc ça, c'est une maladie bovine animale. Mais c'est aussi la même protéine qui est impliquée dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie humaine. C'est exactement la protéine prion, tout le monde l'a. Si vous ne l'avez pas, vous mourrez. La protéine prion, tout le monde l'a. Sauf que la protéine prion, elle peut acquérir une forme dite scrappy, une forme qui est pathologique, avec tous les dégâts que ça a, que je ne connais pas du tout. Et du coup, d'une part, j'ai la même protéine, hein, c'est la même séquence d'acides aminés. D'une part, j'ai une forme fonctionnelle, et d'autre part, la même protéine peut obtenir une forme pathologique. Et comment est-ce que cette protéine passe de l'un à l'autre? Et bien, ce qui est très surprenant, c'est que c'est une maladie contagieuse. Mais c'est contagieux, mais c'est une protéine. Or, les maladies contagieuses, j'en sais pas beaucoup plus que vous, mais je sais que c'est surtout essentiellement des bactéries et des virus. Alors, comment est-ce qu'une protéine peut être contagieuse? En fait, lorsque la protéine scrappy va rencontrer la PRP cellulaire, la protéine cellulaire, qui est fonctionnelle, eh bien, la protéine scrappy va induire le changement de conformation de la protéine cellulaire. Et ça, c'est un exemple, entre guillemets, de mauvaise maturation. C'est-à-dire qu'une protéine va interagir avec une autre pour lui donner une information, lui donner une nouvelle conformation. Donc notre PRP cellulaire, on peut imaginer qu'elle est là. Réveille-toi! Voilà. Notre... Voilà, c'est drôle. Donc, notre protéine cellulaire. Le prion, il est ici, il est fonctionnel, d'accord? Et il ne faut pas qu'on lui transfère d'énergie, parce que si on lui transfère un peu d'énergie, il va passer ce petit fossé et il va tomber ici en scrappy pathologique. Du coup, si il rencontre une protéine prion scrappy va lui donner suffisamment d'énergie pour passer elle aussi en scrappy. Et c'est pour ça qu'elle est contagieuse, cette maladie, alors que c'est que des protéines. Ok? Donc ça, c'est un exemple entre guillemets de mauvaise maturation. Mais c'est pas mal pour comprendre ce que c'est que la maturation. Au passage, on peut observer là, les brins bêta, là c'est les flèches, et c'est ça qui rend la protéine pathologique. Si ça vous intéresse, c'est à cause des brins bêta qu'il y a des agrégats qui sont... ça c'est du coloriage si vous voulez. C'est pas intéressant. C'est à cause des brins bêta qu'il y a justement ces agrégations qui sont responsables des maladies type neurodégénératives comme Alzheimer ou ce que vous voulez. Je préfère commencer par cette diapo qui explique la glycolysation.
La glycosylation, vous aurez l'occasion pendant le semestre de l'apprendre par cœur. Là, c'est pas le sujet. Donc en bas, vous voyez qu'est-ce que c'est que la glycosylation? C'est la fixation de sucre sur un acide aminé et d'une chaîne polypeptidique. Il peut y avoir évidemment plusieurs sucres fixés sur une même chaîne polypeptidique. Et l'intérêt de cette diapo, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on fixe des sucres sur une protéine. Pourquoi est-ce qu'on fixe des sucres sur une protéine? Et bien tout simplement, pour lui permettre de bien être adressé, pour lui permettre d'être reconnu par les chaperons, pour lui permettre tout ce genre de trucs. Ça va être comme une carte d'identité. Okay, par exemple, pour l'adressage au lysosome, vous allez voir qu'il faudra couper tous les sucres verts là, que vous voyez. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je sais qu'on va les couper. Et ça va permettre au Golgi de savoir qu'il faut envoyer cette protéine au lysosome. Les sucres, ça va changer la structure de la protéine. Donc, ça va changer sa conformation chimique et physique. Ça va changer sa structure et donc ça va permettre de changer sa fonction. Ok ? L'ajout de sucre va permettre la protéine d'acquérir une conformation finale fonctionnelle. Maintenant, je vais faire un schéma et on va comprendre cette diapo ensemble. On va refaire le chemin dans l'ordre chronologique d'une. Ouais, j'ai entendu encore, mais on va être un peu différent cette fois-ci. On va pas s'attarder sur la traduction. Là, j'ai mon enveloppe nucléaire, ok, mon ADN, ce que vous voulez, hein. Ma traduction, mon ARN qui va passer par les pores nucléaires, ok, il est traduit là sur la phase de mon réticulum endoplasmique. Réticulum endoplasmique qui, au passage, je vous le rappelle, est en continuité avec l'enveloppe nucléaire. Donc voilà. Donc là j'ai mon SEC61, j'ai mon ribosome et j'ai ma PRS. Ok ? Ma protéine, elle passe dans la citerne du réticulum endoplasmique. Dans la citerne du réticulum endoplasmique, elle est fixée par des chaperons, elle acquiert une conformation qu'on espère fonctionnelle. Elle est, pendant le passage de la membrane, c'est lent, pendant le passage de la membrane, pendant la translocation membranaire, elle peut être glycosylée. Donc c'est les sucres qu'on a vu, que je viens de vous montrer. Elle peut être glycosylée. Et puis au fur et à mesure, elle acquiert sa conformation secondaire, en feuillet bêta, en disalpha, ce que vous voulez, sa conformation tertiaire, et puis on peut imaginer une conformation quaternelle. Elle continue son chemin dans le REG. Pourquoi est-ce qu'elle continue dans le REG ? Tout simplement parce qu'il y a des variations de milieu dans le REG. Il va y avoir des variations de concentration en ion. Il va surtout y avoir une variation de pH. Variation de pH, ça va faire quoi ? Je vous ai dit qu'une protéine, elle se replie en fonction de ses propriétés physiques et chimiques. Et si je change le pH, je change les propriétés chimiques de ma protéine. D'accord ? Pourquoi ? Parce que si je change le pH, certaines parties de la protéine vont être ionisées et d'autres non. Certaines parties de la protéine vont gagner des protons et d'autres en perdre. Ça dépend du pKa. Donc, mon pH évolue. Il ne varie pas énormément, mais ça suffit. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des contrôles de qualité, que je vais vous expliquer dans les diapos suivantes. Contrôle de qualité, etc. Et ma protéine va pouvoir passer vers le Golgi. On va créer une petite vésicule. Une petite vésicule qui va être remplie de protéines. Cette petite vésicule, elle va aller où ? Elle va aller vers le Golgi. Voilà. Donc là, ce que je vous ai dessiné, c'est 3 sacules d'un dictyosome, et l'ensemble des dictyosomes de la cellule forment l'appareil de Golgi. Je répète, 3 sacules, 1, 2, 3. Les sacules 6 et les sacules trans. Les sacules 6, ce sont celles qui sont
le plus proche du noyau, et les saccules trans, ce sont celles qui sont le plus proches de la membrane plasmique. 3 saccules qui forment un dictyosome. L'ensemble des dictyosomes de la cellule forment l'appareil de Golgi. Ok? Nos vésicules qui contiennent les protéines. Nos vésicules, elles vont fusionner avec la membrane. Donc nos vésicules elles vont fusionner avec la membrane du Golgi 6, et nos protéines plus ou moins fonctionnelles, a priori pas encore fonctionnelles, donc pas terminé leur maturation, vont entrer dans le Golgi. À ce moment-là, dans le Golgi, il y a encore des jeux de pH, il y a d'autres protéines, il y a de nouveaux chaperons différents, il y a des protéines qui vont permettre l'excision de sucre, couper des sucres, il y a d'autres protéines qui vont permettre de rajouter des sucres. Bref, on est encore en train de modifier, d'affiner la structure de nos protéines. Au fur et à mesure qu'on avance, on affine réellement la structure de notre protéine pour en avoir une la plus parfaite possible. Donc, passage d'une sacule à une autre par des vésicules jusqu'au Golgi trans. Ok? Donc on arrive au Golgi trans, et à ce moment-là, le rôle du Golgi trans, essentiellement, ça va être l'adressage des protéines. L'adressage des protéines, donc on a vu, là on est traduit sur la face externe du réticulum endoplasmique. Donc, soit vers les lysosomes, soit sécrété en externe, soit, il y avait quoi d'autre, sur la membrane plasmique, soit retour vers le réticulum endoplasmique. Évidemment, les protéines qui ont vocation à rester dans le Golgi ne vont pas s'amuser à faire des tours indéfiniment, elles restent dans le Golgi. Donc lysosome, sécrétion, membrane plasmique, et retour vers le Golgi. Ok? Donc ça, c'est le chemin d'une protéine, c'est la diapo qui est la maturation plus contrôle qualité, transport par des vésicules entre le RE et le Golgi, puis adressage, finalisation. Le contrôle qualité, très intéressant. Alors, la canne réticuline, moi je ne connais pas du tout. C'est pas moi qui ai écrit le cours. Donc, on va se concentrer sur la cannexine que vous retrouvez. La canne réticuline, je ne suis pas sûr qu'on la retrouve en PMA. La cannexine, son rôle, elle va être assistée évidemment par d'autres protéines. On va schématiser pour que vous compreniez et puis vous puissiez aborder plus facilement quand vous aurez le cours à la fac. La cannexine, son rôle, ça va être de repérer les protéines mal conformées et de leur redonner une chance de bien se reformer. Alors, ce n'est pas les chaperons, la cannexine. La cannexine n'est pas un chaperon, elle va permettre à la protéine de lui donner une autre chance de se faire attraper par les chaperons et d'acquérir à nouveau une bonne conformation. Où est-ce que la cannexine s'exprime? La cannexine s'exprime au niveau du réticulum endoplasmique, sur la membrane du réticulum endoplasmique, et elle repère les protéines mal conformées, de la manière dont je vous ai dit tout à l'heure, soit parce qu'il y a un sucre particulier qui leur est ajouté, soit parce qu'elle a des séquences hydrophobes qui sont en périphérie de la protéine. Et ça fait tilter absolument toutes les protéines, c'est pas normal. Du coup, la cannexine, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va choper une protéine mal conformée? Elle va lui donner une chance de se reconformer de manière fonctionnelle. Elle la libère donc avec un marquage précis, et la protéine a à nouveau une chance de rencontrer un chaperon, à nouveau décharge d'énergie, hydrolyse de l'ATP, et essayer de bien se conformer. La cannexine va laisser à peu près 10 essais à cette protéine, c'est-à-dire que la protéine, elle a deux choix à la sortie de la cannexine, soit elle est bien conformée, et à ce moment, elle reprend son chemin, elle sort du RE, elle va dans le Golgi, Golgi 6, Golgi trans, excrétion, peu importe, soit elle est mal conformée, elle reste dans le réticulum endoplasmique, elle est marquée comme mal conformée, il y a des protéines, les chaperons, toujours les mêmes,
qui vont la réattraper à nouveau et qui vont à nouveau essayer de lui donner l'énergie nécessaire, de lui donner la bonne dose d'énergie pour qu'elle atteigne sa conformation fonctionnelle. Si elle n'acquiert toujours pas sa conformation fonctionnelle au bout d'une dizaine d'essais, eh bien, la calnexine va non plus la marquer comme défaillante et bonne à retourner vers les chaperons, mais la calnexine va orienter cette protéine vers le protéasome. Le protéasome, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le catabolisme, mais non plus en milieu acide, le catabolisme à pH neutre. Tout à l'heure, on a vu les lysosomes, catabolisme en pH acide, à pH 5. Là, c'est le catabolisme à pH neutre. C'est-à-dire que c'est un énorme complexe protéique qui attrape les protéines qui lui sont envoyées, qui sont marquées avec l'ubiquitine, donc qui attrape ces protéines marquées et qui va les découper dans tous les sens. C'est pas plus bête que ça. Donc, la calnexine, au bout de 10 fois environ, elle prend cette protéine mal conformée et elle l'envoie vers le protéasome. Et ça, c'est le contrôle qualité, donc c'est quand même extrêmement sophistiqué. Ça permet d'être sûr. Ça permet de ne pas envoyer de protéines mal conformées vers le Golgi et donc vers la sécrétion et vers tout le reste de la cellule. Donc, maintenant, on va revoir un peu, retourner sur le point principal du cours, l'adressage. Très rapidement, comment est-ce qu'une protéine qui arrive en bout de Golgi, en trans-Golgi, comment est-ce qu'elle sait qu'elle doit retourner vers le réticulum endoplasmique? Cette protéine particulière qui donc réside dans le réticulum endoplasmique, elle va avoir une séquence KDEL. KDEL, ça correspond tout simplement aux acides aminés de cette séquence. Lysine, D et E, c'est des acides aminés acides, je ne sais plus lesquels, et L, c'est leucine. C'est le code à une lettre des acides aminés. Du coup, voilà, ces protéines, elles vont être par vésicule, par voie de vésicule, elles vont retourner au niveau du réticulum endoplasmique. On va voir maintenant les protéines qui sont transportées par vésicule, comment se forme une vésicule, pourquoi est-ce qu'il y a une vésicule, et enfin, comment est-ce qu'elle trouve son chemin, cette vésicule. Comment est-ce que le Golgi va réussir à envoyer correctement nos protéines vers le bon endroit. Ça va être grâce à des mantelages spécifiques. Je vais expliquer ça tout de suite en passant sur la diapo suivante. Donc, la constitution schématique d'une vésicule, je vais prendre avec des termes absolument pas spécifiques pour que vous compreniez. Je vais avoir une membrane, ok? Ça peut être la membrane de mon réticulum endoplasmique, ça peut être la membrane de mon Golgi, ça peut être la membrane plasmique, si c'est le cas d'une endocytose, d'accord? Donc je vais définir un intérieur, ok? Intérieur, extérieur. Moi j'ai envie d'envoyer ma vésicule à l'extérieur, d'accord? Donc là je vais avoir des récepteurs, un peu comme sur le schéma de la diapo. Et mes récepteurs, quand je vais leur fournir la molécule, par exemple ça va être des récepteurs à la protéine A, j'ai envie de faire une vésicule remplie de protéine A, ça va être des récepteurs à la protéine A. Ma protéine A elle va être fixée par mes récepteurs, là. Et quand j'aurai des protéines A sur tous mes récepteurs ils vont être capables de fixer autre chose, comme des tuiles, c'est ce qu'on va appeler un manteau, le mantelage. Donc on va voir que tout à l'heure, il va savoir des noms spécifiques, ce mantelage, savoir des noms spécifiques, ces récepteurs. Mais pour le moment, ce qui est important, c'est de comprendre que notre protéine A, elle se fixe à un récepteur, et cet récepteur permet la constitution d'un manteau. Ce manteau, plus il est volumineux, et plus il va permettre à la vésicule de prendre une forme sphérique. Et du coup, on va avoir plein de récepteurs qui vont être tous fixés à une protéine A, comme ça. Et puis à l'extérieur, le manteau qui donne à la vésicule sa forme, exactement comme sur le schéma de la diapo. Donc,
On arrive à une vésicule qui a à peu près cette tête-là, avec notre protéine A à l'intérieur. Après, on perd le manteau et la vésicule peut suivre son chemin, et on va expliquer tout ça. Donc, ces récepteurs et ce manteau, ils ont des noms. Il y a deux choses, il y a les cotomères et les clatrines. D'une part, les cotomères, à quoi ils servent? C'est pour le transport constitutif. C'est toutes les vésicules qui vont être impliquées dans le transport constitutif. On va encore distinguer deux types de cotomères, les cotomères 2 et les cotomères 1. D'abord, qu'est-ce que c'est que le transport constitutif? C'est un transport qui a lieu en permanence dans la cellule. C'est un transport qui n'est pas contrôlé de manière spécifique, justement à l'opposé du transport spécifique. Le transport spécifique, il va répondre à un ordre, il va répondre, je ne sais pas, à une hormone, il va répondre à une transcription particulière. Le transport spécifique, il a lieu de manière ponctuelle, tandis que le transport constitutif, il a lieu de manière ubiquiste. Il est là tout le temps. D'accord? Donc, par exemple, un transport qui a lieu tout le temps, un exemple qu'on vient de voir, c'est le transport des vésicules du Golgi, du réticulum endoplasmique au Golgi. Ça a lieu en permanence, quelles que soient les protéines à l'intérieur, ça a lieu en permanence. Un transport qui a lieu tout le temps, c'est les navettes entre les différentes sacules du Golgi. D'accord? Ça a lieu tout le temps. Donc, typiquement, ça va être les cotomères 1 qui vont être responsables du transfert d'une sacule du Golgi à l'autre. Je vais expliquer un peu les cotomères après. D'une sacule à l'autre. Tandis que les cotomères 2, eux, vont être responsables du transport d'une vésicule venant du RE jusqu'au Golgi. Transport spécifique, régi par les manteaux de clatrine. À ce moment-là, c'est plus les manquelages qui vont être spécifiques, ça va être entre guillemets les écrous qui permettent de fixer le manquelage qui vont être spécifiques. Là, on parle d'adaptines. Les adaptines, elles vont fixer les clatrines. Tout à l'heure, c'était les tuiles qui étaient spécifiques, le manquelage qui était spécifique, le cotomère, c'est le manquelage, et les récepteurs qui n'étaient pas forcément spécifiques. Là, c'est les adaptines qui sont spécifiques, c'est nos petits récepteurs. Là. Vous voyez, les récepteurs de la protéine A, c'est ce qu'on va appeler les adaptines, et les clatrines qui sont non spécifiques. Donc, tout ça, c'est pour le transport contrôlé. Donc, on va avoir les adaptines de type 1, qui sont tout ce qui est sécrétion du Golgi trans, les adaptines de type 2 qui sont pour l'endocytose, et les adaptines de type 3 qui sont vers l'orientation vers les lysosomes. D'accord? Donc chaque adaptine correspond à un message particulier. Ça va correspondre à une orientation particulière. C'est beaucoup de termes nouveaux, etc., de concepts, mais en fait, c'est pas si compliqué. On va prendre là le premier exemple, c'est pour comprendre le manteau de cotomère. Manteau de cotomère, donc on voit un récepteur ici actif, les GTP, ça s'appelle l'ARF. C'est l'ARF qui va permettre de fixer les cotomères. D'accord? Donc dans le creux de ma vésicule, j'accumule des protéines d'intérêt que je voudrais enfermer tout à l'heure dans ma vésicule, là. J'accumule ces protéines d'intérêt, et donc j'accumule aussi de l'ARF sur le bord de ma membrane. Tout le monde me suit? J'accumule de l'ARF actif. L'ARF actif va pouvoir fixer ces cotomères. On peut imaginer les cotomères de type 2 pour faire les navettes entre les réticulums endoplasmiques et le Golgi. Donc, les cotomères de type 2, ils s'accumulent, ils forment au final une vésicule, et cette vésicule, elle est donc fermée, contenant les protéines d'intérêt, mantelée par les cotomères. Maintenant, ma vésicule est formée, mes cotomères n'ont plus d'intérêt. Même ces cotomères empêcheraient la fusion avec mon Golgi. Du coup, mes cotomères empêcheraient même ma fusion avec le Golgi. Donc, il faudrait que mes ARF ne soient plus actifs. Conclusion, je vais avoir une protéine qui va hydrolyser le GTP pour former l'ARF sous forme non active. Et les cotomères vont tomber. Comme ces
quelque chose qui demande de l'énergie, le démantelage va apparaître tardivement. C'est-à-dire qu'il va apparaître quand il va être presque au niveau du Golgi. Ok ? Donc, formation de la vésicule, accumulation de protéines, avec de l'ARF actif, ARF actif qui permet la fixation de cotomères, de cotomère 1, 2, c'est les tuyaux roses là, le manteau rose. Formation d'une vésicule remplie de protéines d'intérêt. Cette vésicule, il faudrait lui enlever son manteau de cotomère pour qu'elle puisse être utile, pour qu'elle puisse se fusionner au Golgi. Donc, on a une protéine qui vient hydrolyser le GTP, en GTP. Les ARF ne sont plus actifs, elles ne maintiennent plus le manteau de cotomère, et le manteau de cotomère s'en va. On a donc une vésicule nue qui peut fusionner. On a donc une vésicule qui peut fusionner avec le Golgi. Maintenant, le cas de la clatrine. Ici, c'est les adaptines qui sont spécifiques du transport et non pas le mantelage. Donc, on a nos récepteurs, toujours la même chose, c'est exactement ce que je vous ai dessiné tout à l'heure. Nos récepteurs qui vont être sensibles à une protéine A, et ces récepteurs sont fixés à de l'adaptine, et quand je fixe une protéine A sur mon récepteur, j'active mon adaptine. C'est pas plus compliqué que ça. Du coup, plus j'ai de récepteurs qui vont fixer de protéines d'intérêt, et plus je vais avoir d'adaptine active. Donc mon adaptine active, exactement de la même manière que les cotomères tout à l'heure, va fixer, cette fois-ci non plus des cotomères, mais de la clatrine. D'accord ? Mon récepteur actif active une adaptine qui peut fixer une clatrine. Et donc, mécanisme de formation d'une vésicule, j'ai une vésicule qui apparaît, mantelée de clatrine avec mes récepteurs. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'énergie qui est impliquée. Et du coup, dès que la vésicule va être libre, le manteau va tomber. Il n'y avait pas de récepteur avec impliquant un GTP, par exemple, ou un ATP. Donc, dès que ma vésicule a quitté la membrane d'où elle venait, il y a un démantelage qui est rapide. Ça, c'est vraiment la différence à retenir pour les questions de cours en bio entre les cotomères et la clatrine. Cotomère, démantelage tardif, car il nécessite de l'énergie, et clatrine, démantelage rapide, car il ne nécessite pas d'énergie. Ok ? On refait la différence entre cotomère et clatrine. Cotomère, sécrétion constitutive, enfin vésicule constitutive, transport constitutif. Par exemple, les cotomères 2 entre le RE et le Golgi, et les cotomères 1 entre les saccules du Golgi. D'accord ? Maintenant, on a une vésicule nue qui est laissée entre guillemets libre dans la cellule. D'accord ? Elle est jamais libre, hein, évidemment, elle est fixée sur le cytomodosquelette pour avancer dessus. Et il faut désormais que ma vésicule se dirige au bon endroit, vers les mitochondries par exemple. Pas vers les mitochondries, vers les lysosomes, vers la membrane externe, vers le réticulum endoplasmique. Du coup, ma vésicule, elle va être marquée. Elle va être marquée par des snares. D'une part, j'aurai les snares V, les snares vésicules, et d'autre part, j'aurai les snares T, les snares cibles, target. Du coup, mon snare V va évidemment se lier à la snare cible. La snare vésicule va donc se lier à la snare cible. La snare vésicule qui est fixée du coup à la vésicule. La vésicule se lie donc par association à la snare T qui était liée à la membrane d'intérêt. On a donc la vésicule qui est liée à la membrane d'intérêt. Ce complexe snare T, snare V, ça permet la fixation de protéines de fusion. Et qui va permettre à la vésicule de fusionner avec cette membrane d'intérêt. Et de libérer son contenu à l'intérieur, par exemple du réticulum endoplasmique, à l'extérieur de la cellule, etc. Ça aurait été pareil exactement si on avait eu des protéines transmembranaires. Au lieu d'avoir une vésicule remplie de protéines, on aurait eu une vésicule, en schématisant, une vésicule qui aurait été vide. Mais
sur la membrane de ma vésicule, j'aurais eu plein de protéines transmembranaires. Et en fusionnant avec la membrane d'intérêt, j'aurais eu une membrane avec plein de protéines transmembranaires. D'accord? Idem pour le retour sur la réticulum endoplasmique. Ici, tout simplement, pour bien comprendre le mécanisme de fusion d'une vésicule et comprendre aussi ce que je viens de vous expliquer, pourquoi est-ce qu'un récepteur, une protéine transmembranaire fixée sur une vésicule resterait sur la membrane cible. Eh bien, si on lit de gauche à droite, on a notre vésicule qui vient se coller à la membrane d'intérêt et jusqu'à se fusionner avec la membrane d'intérêt. Pourquoi est-ce que ça fusionne? Parce qu'on a parlé encore de ces phospholipides qui sont hydrophobes. La partie lipidique est hydrophobe, donc la partie hydrophobe cherche d'autres parties hydrophobes et elles vont donc se coller. Ce qui entraîne la fusion des deux membranes. Et soit la libération du contenu de la vésicule dans le milieu extracellulaire, dans le réticulum endoplasmique, dans le Golgi, etc. Soit l'intégration de nos protéines transmembranaires à la membrane d'intérêt. Si on lit de droite à gauche, on a tout simplement le mécanisme de l'endocytose. L'endocytose, c'est l'acquisition par la cellule d'éléments du milieu extracellulaire. Au lieu d'avoir nos récepteurs à l'intérieur de notre réticulum endoplasmique, on va avoir nos récepteurs pour les adaptines 2. Nos récepteurs vont être placés à l'extérieur de la cellule et puis sélectionner les éléments d'intérêt à l'extérieur de la cellule pour former une vésicule. Et cette vésicule va pouvoir après être dirigée dans la cellule le plus souvent vers les lysosomes. Et c'est la fin du cours.